Écoutez, juste, on vous propose un petit changement de règle. On propose de faire une série de questions maintenant. C'est comme on voit, comme vous le sentez, pour pas que vous soyez épuisés par les 5 intervenants. On fait quelque chose comme une série de 3 questions, 15 minutes. On va essayer. Et après, on continue sur les 2 compagnons. Ou alors, si vous vous sentez prêt à écouter 2 autres compagnons de 2 fois 18 minutes, on enchaîne. Vous êtes pour continuer ? Bon, bah alors on change rien. Ça va, vous êtes bien. Il y en a qui risquent de pas. D'accord. Bon. Alors donc on va sur Gaetano Manfredonia qui va nous parler maintenant de Reclus, les anarchistes et la démocratie représentative. Tu as donc 18 minutes. 18 minutes. Bon, je vais essayer de rester dans les délais. Est-ce qu'on entend là ? Oui. Voilà. Alors donc moi je vais essayer de revenir un petit peu sur l'objet principal de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion sur le vote. Bon, à partir bien évidemment de la lettre qu'on a déjà citée d'Élisée Reclus, dans laquelle il fait du fait de voter une forme de démission, abdiquer. Alors pourquoi ? D'un côté, Reclus et la majorité des anarchistes pensent que voter c'est abdiquer, et pourquoi on vous dit allez voter et le changement c'est pour demain ou le changement c'est pour aujourd'hui. Bon, alors moi je voudrais juste essayer de faire comprendre au public, puisque je pense que le public il est relativement hétérogène, quelles sont les raisons qui font qu'un courant politique particulier anarchiste prône dans un certain nombre de conditions et pas toutes le refus de participer aux luttes politiques. Voilà, en gros. Voilà, essayer de faire comprendre ce qui peut paraître comme étant un peu une bizarrerie de Reclus, et aussi de voir comment derrière tout ça se cache exactement le contraire que le paradigme de Condorcet, c'est-à-dire qu'au contraire c'est une volonté de faire en sorte que les individus soient directement les acteurs de leur propre émancipation. Bon, alors concrètement, je vais essayer de m'en tenir à quelques références de base. Alors il faut bien voir qu'il y a des théoriciens de l'anarchisme qu'on peut dater dès le moment de la Révolution française, comme Godwin en Angleterre, même si le mouvement anarchiste en tant que tel se constitue seulement après la Commune de Paris, et au moment où il y a une conception que j'appelle insurrectionnaliste du changement social qui l'emporte. Mais d'une manière générale, donc on peut estimer que les arguments qui seront repris par le mouvement anarchiste ultérieurement sont déjà développés bien avant la Commune de Paris. En particulier, par exemple, chez Proudhon, qui, à partir de 1848, se livre à une critique impitoyable de la démocratie représentative. Alors, on en a déjà parlé, donc 48, c'est le suffrage universel, et donc pour la première fois, on pense qu'on vient de réaliser la République, et que la souveraineté passait effectivement aux mains des peuples. Et puis Proudhon arrive et il dit non, le suffrage universel, tel qu'il est utilisé, c'est le plus sûr moyen de faire mentir le peuple. Et il écrit un petit texte, tout de suite après les événements de février, avant même qu'on ait élu les représentants du peuple, si vous voulez, dans lequel il exprime que le suffrage universel, tel qu'on l'utilise, il est inapte à exprimer une volonté générale. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une vision synthétique des choses, au lieu de pouvoir définir quel va être l'intérêt général de la collectivité, il aboutit à une espèce, il utilise une expression assez forte d'atomisme social. C'est-à-dire qu'au lieu d'unir, il fractionne. Pour dont les anarchistes sont des partisans de l'unité. Ça peut paraître paradoxal, mais une unité réelle et que ce ne soit pas une unité fictive. Alors, c'est quoi l'unité qui se dégage d'un vote ? Eh bien, c'est tout simplement une unité fictive. Ce sont des intérêts particuliers qui l'emportent et en aucune manière, contrairement à ce que dit Jean-Jacques Rousseau, par cette utilisation-là du suffrage universel, on peut aboutir à une vision cohérente, complète des choses. Donc, par rapport à ça, Proudhon, il conteste quoi ? En disant que le suffrage universel, c'est le plus sûr moyen de faire mentir le peuple. Mais tout simplement la capacité d'un gouvernement quelconque à pouvoir incarner ce bien collectif. Un gouvernement, c'est-à-dire un pouvoir politique, est placé par définition, si vous voulez, au-dessus du peuple, au-dessus des intérêts des individus qui le composent, et il ne peut exprimer donc qu'une fraction de cette souveraineté populaire. Le peuple se compose de quoi ? Se compose d'une réalité sociologique, économique, sociale. De quelle manière
le fait d'aller voter pour un représentant quelconque, ce représentant quelconque peut exprimer cette diversité. Et il y a, dans le système représentatif, d'ailleurs, on l'a déjà dit, il n'y a pas de mandat impératif, on n'est pas le représentant de telle ou telle catégorie d'intérêt, on est bien le représentant de la nation, mais donc d'une nation fictive. Donc cette représentation nationale ne repose que sur une fiction qui nie, du point de vue juridique, politique, l'existence des divergences économiques réelles. Voilà. Donc à partir de là, pour Proudhon, il est tout à fait illusoire de pouvoir utiliser le vote pour pouvoir exprimer cette volonté générale qui permet à la société de fonctionner. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que pour lui, le problème, ce n'est pas de réformer le mode de vote lui-même. Donc, par exemple, Proudhon, il est tout aussi opposé à la démocratie représentative qu'à la démocratie directe. C'est-à-dire que lui, il pense que ce n'est pas une question de créer une sorte de mandat impératif. Parce que si le mandat impératif incarne quelque chose qui de lui-même est artificiel, quelle que soit la modalité qu'on a utilisée pour nommer ce représentant, le résultat il sera mauvais. Ce n'est pas parce que vous avez donné le plein pouvoir à Staline et un mandat impératif et la possibilité de pouvoir le démettre à chaque instant que Staline ne pourra pas commettre tous les crimes que ce pouvoir va pouvoir lui donner. J'utilise exprès, si vous voulez, l'expression de Staline, mais dans le centralisme démocratique léniniste, il y a exactement cette idée de démocratie directe. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont élues, qui sont choisies pour appliquer les consignes d'un bureau politique quelconque. Donc, si c'est un pouvoir qu'on délègue à des individus, dans la perspective proudhonienne, qui est aussi la perspective globalement anarchiste, mais on ne peut obtenir qu'un résultat catastrophique. Donc, si vous voulez, le refus de la démocratie représentative et le refus de la démocratie directe aussi n'impliquent pas, et ça il faut que ce soit bien clair, parce que ces idées-là on les retrouve chez tous les autres anarchistes, n'impliquent pas ni le refus de la démocratie en tant que telle, ni le refus de l'exercice du suffrage universel. C'est-à-dire qu'en même temps que Proudhon affirme que le suffrage universel, c'est le meilleur moyen de faire mentir le peuple, il affirme à plusieurs reprises, même des dizaines de reprises dans ses textes, que l'exercice du suffrage universel est fondamental si on veut réaliser la République. Mais seulement le suffrage universel qu'il associe tout simplement à l'égalité des droits, il faut qu'on puisse l'utiliser non pas pour élire des représentants, mais pour permettre la coordination des intérêts économiques et sociaux. Dans une société, on ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une forme quelconque de coordination. Par exemple, si on veut faire en sorte que les producteurs eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, s'ils puissent gérer leur production, il faut bien qu'il y ait des instances de coordination. Dans le cadre des instances de coordination, il faut que tout le monde puisse être représenté. D'où la défense de Proudhon de l'exercice du suffrage universel pour pouvoir tout simplement faire fonctionner la société. C'est-à-dire que la vraie opposition, si vous voulez, se situe entre ce qui est du domaine du politique, qui est jugé à tort ou à raison comme étant quelque chose de parasitaire par rapport à la société, et l'organisation de la vie économique et sociale par rapport à laquelle tout le monde doit pouvoir intervenir. Donc, pour Proudhon, il faut que la défense du principe du suffrage universel entendu de cette manière-là, c'est fondamental. Il y a plusieurs reprises, il interviendra chaque fois qu'on voudra remettre en cause le principe lui-même du suffrage universel en considérant que c'était une usurpation monarchique. C'est les termes de Proudhon lui-même. Il faut bien voir, si vous voulez, à l'esprit cette idée pour comprendre quelle est la position donc des anarchistes qui vont suivre. Mais on trouve aussi chez Proudhon une deuxième dimension essentielle sur laquelle on n'est pas du tout intervenu depuis ce matin, pour une raison bien simple, qu'on sait un peu partager les interventions pour éviter de répéter toujours la même chose. Et il y a une dimension stratégique, si vous voulez, fondamentale, qu'on retrouve aussi chez Proudhon, et qui consiste à dire, au moment où l'Empire se libéralise, au moment où il y a une opposition parlementaire qui se crée, au moment où un certain nombre de républicains pensent qu'on peut utiliser des moyens d'opposition politique, si vous voulez, pour faire avancer la réforme sociale, Proudhon, il intervient dès la capacité politique des classes ouvrières et il affirme que si on veut effectivement réaliser l'objectif de l'émancipation intégrale, si on veut qu'effectivement le prolétaire, les travailleurs puissent prendre conscience
de leur capacité, s'ils veulent espérer aller jusqu'au bout, il faut qu'ils refusent la voie de l'opposition parlementaire. Et donc là, on change, si vous voulez, de registre d'argumentation. Ce n'est plus exclusivement la critique de la démocratie représentative, c'est aussi une volonté de ne plus suivre une stratégie qui est la stratégie, si vous voulez, d'utiliser des moyens politiques en vue de la réforme électorale. Et là-dessus, les arguments de Proudhon s'appuient sur une valorisation de l'action autonome des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs prennent conscience de leurs forces et qui agissent directement et exclusivement en vue de la réalisation de leurs objectifs. D'où la consigne de ne pas se faire représenter aux élections. Et d'où, si vous voulez, la pratique de l'abstentionnisme et d'où aussi la phrase de Reclus. Pourquoi c'est abdiquer? Parce que dans cette perspective-là, l'action politique est considérée comme étant une action qui va fourvoyer les travailleurs. L'action politique va leur faire demander la poursuite d'objectifs qui ne vont pas les conduire directement à leur émancipation. Et c'est cette idée-là qui sera reprise et développée au sein de l'Association internationale des travailleurs, d'abord par les Proudhoniens et ensuite par Bakounine. C'est cette idée qu'on retrouve dans les statuts de l'Internationale, dans lequel il est écrit, dans la version française en tout cas des statuts de l'Internationale, que l'émancipation économique doit être l'objectif poursuivi, je cite de tête, par les travailleurs, auxquels tous les autres moyens doivent être subordonnés. Or, comme par hasard, dans la version qui sera adoptée en anglais, on rajoute comme moyen. C'est-à-dire que l'action politique doit être, dans la version française, c'est l'action économique qui l'emporte sur tous les autres moyens, et dans la version anglaise, au contraire, on rajoute que c'est l'action politique qui est utilisée comme moyen pour faciliter l'émancipation économique. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir l'opposition entre Marx et Bakounine. Elle ne porte pas sur autre chose, elle ne porte pas sur la définition, si vous voulez, des objectifs de l'international, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs. C'est juste sur le statut qu'on accorde à l'action politique. Est-ce que l'action politique peut ou non aider l'émancipation économique? L'option choisie par Proudhon, qui est reprise par Bakounine, qui sera reprise ensuite par Reclus, etc., consiste à dire non. Parce que, du point de vue stratégique, c'est engager les travailleurs sur un terrain qui va les conduire inévitablement, d'ailleurs, à une collaboration de classe avec les fractions avancées de la bourgeoisie. Donc, à partir de là, ce qu'on prône sous une forme stratégique, c'est l'abstention. Et c'est dans ce sens-là que voter, c'est abdiquer, parce que les travailleurs sont amenés à renoncer à s'organiser d'eux-mêmes et par eux-mêmes. Et c'est cette idée-là qu'on va retrouver ensuite au sein du mouvement anarchiste organisé après 1872, 1873, etc. Le gros problème, une fois qu'on a compris ça, c'est qu'on voit bien que la question de l'abstention, ce n'est pas du tout une question de principe, si vous voulez, mais c'est tout simplement une question de stratégie qui est élaborée à un moment donné pour essayer d'éviter que le mouvement ouvrier soit récupéré par des fractions avancées de la bourgeoisie. Mais est-ce que cela veut dire deux choses? Est-ce que ça veut dire que les anarchistes refusent toute utilisation du politique, de la lutte politique, dans toutes circonstances, quitte à devenir un petit peu les partisans de la politique du pire? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont toujours été cohérents avec cette prise de position? Alors la réponse, c'est de dire, puisqu'il s'agit d'un choix stratégique, les anarchistes, historiquement, peuvent tout à fait, à un moment donné, intervenir, y compris pour voter. Et ils l'ont fait. Ils ont pu intervenir à plusieurs reprises, chaque fois que la situation a été jugée nécessaire, parce qu'ils ont pu utiliser que même le vote, à certaines conditions, peut être utile. Ça peut être au moment de la Commune de Paris, ça ne veut pas dire qu'au Reclus, ça y est, il ne savait pas ce qu'il faisait, et même par la suite. Bon, l'exemple le plus classique, si vous voulez, c'est l'élection du Front populaire en Espagne en février, mars, je ne me rappelle plus, 1936. À ce moment-là, il était question de sortir d'une période de réaction. La CNT en Espagne aurait eu la possibilité de faire échouer le Front populaire.
eh bien, ils vont adopter une attitude relativement possibiliste qui va permettre au Front populaire de gagner. C'est comme ça. Et donc, de fait, les anarchistes, dans des époques bien précises, ils ont pu donc avoir une attitude beaucoup plus possibiliste. Et pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la politique du pire. C'est-à-dire que le refus stratégique d'aller voter n'implique pas, de la part des anarchistes, la prise en considération des circonstances du moment et ce qui les, historiquement, ce qui les a toujours guidés, c'est ce refus de cette politique du pire d'accepter que, par exemple, au nom d'une utilisation bébête de cette stratégie abstentionniste, si vous voulez, qu'on puisse faire arriver au pouvoir des forces d'extrême droite qui vont détruire le mouvement ouvrier. Et dans cette circonstance, il y a un anarchiste italien qui va se faire ensuite massacrer par les staliniens, qui s'appelait Camillo Berneri, et qui va écrire une critique, si vous voulez, de ce qu'il appelle le crétinisme abstentionniste, qui peut conduire des militants anarchistes, hein, parce que le crétinisme existe aussi chez les anarchistes, comme dans d'autres forces politiques, hein, ils ne sont pas privés malheureusement de cette tare, qui consiste à dire, vous transformez ce qui est une stratégie en un dogme. Et alors effectivement, un des points faibles, et ça c'est René qui va développer cet aspect-là de la question, après moi, donc une des faiblesses du mouvement anarchiste historique, c'est justement d'avoir interprété ce qui était une stratégie dans une forme de principe. Voilà. Et il y a aussi une deuxième raison qui fait que les anarchistes, à certains moments, ils ont pu faire de la politique, tout simplement parce que les anarchistes sont des républicains. Donc ils partagent aussi avec des socialistes et d'autres progressistes, si vous voulez, l'essentiel des références qui sont celles de la Révolution française. Et que donc à des moments historiques bien précis, ils ont pu accepter de faire cause commune avec des forces républicaines, même quand ils n'étaient pas des forces républicaines radicales, mais pour empêcher que la réaction, le cléricalisme puisse l'emporter. Alors, je n'ai plus le temps je m'arrêterai là. De toute manière, il y a la discussion. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit il y a quelques années un texte sur les anarchistes et la tradition républicaine où je détaille tout ça et je montre pourquoi, à certaines conditions, les anarchistes peuvent eux aussi intervenir pour sauver la République. Voilà. Merci. Merci. Donc merci Gaetano Manfredonia. Et maintenant la parole est à René Berthier. Et il va nous parler de voter, abdiquer ou décider, essai sur la problématique anarchiste du vote. Donc toujours 18 minutes. Bien, merci de votre accueil. Avec tout ce qui a été dit, on pourrait se demander s'il y a encore quelque chose à dire. Je vais adopter la méthode suivante. Plutôt que de condenser une étude que j'ai faite pour qu'elle rentre dans les 18 minutes, je vais faire comme si c'était une discussion à bâton rompu et je m'arrêterai tout simplement au bout de 18 minutes et on verra avec les questions. Et si vous voulez en savoir plus, venez me voir, je vous donnerai les références d'un site internet que nous avons constitué sur lequel se trouveront